Et nous allons voir maintenant, dans un chapitre 2, les juridictions pénales. Alors, comme les juridictions civiles, les juridictions pénales connaissent elles aussi le double degré de juridiction. Toutefois, la distinction entre juridiction du premier degré et juridiction du second degré n'est pas la principale distinction que l'on puisse faire au sein des juridictions répressives. En effet, la distinction principale, elle oppose juridiction d'instruction et juridiction de jugement. Et tout de suite, on peut se demander pourquoi une telle différence de subdivision entre les juridictions civiles et les juridictions pénales. Eh bien, cela tient à la différence de nature qui existe entre la procédure civile d'un côté et la procédure pénale de l'autre. La procédure civile est une procédure accusatoire. Et je vous rappelle ici ce que l'introduction de ce cours. Procédure accusatoire, ça veut dire que c'est aux parties elles-mêmes qu'il appartient d'instruire l'affaire et d'apporter au juge les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de la vérité. On dit en matière civile que le procès est des parties. Ça veut dire que le juge n'y joue qu'un rôle passif. Il est seulement tenu de départager les parties au vu de ce qu'elles lui apportent, au vu des preuves qui lui sont soumises. Alors évidemment, un tel système ne serait pas concevable en matière pénale. La victime d'une infraction pénale ne dispose pas des moyens d'investigation nécessaires à une enquête. On ne peut donc pas lui imposer d'apporter les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de la culpabilité de l'auteur d'une infraction. En outre, la matière pénale intéresse au plus haut point l'ordre public. Et de ce fait, le procès ne peut pas être la chose des parties, comme l'est le procès civil. La procédure pénale présente donc non pas un caractère accusatoire, mais un caractère inquisitoire. Ça signifie que c'est au juge, et non pas aux parties, qu'il appartient d'instruire l'affaire, c'est au juge qu'il appartient de rechercher et d'apporter les preuves nécessaires à l'établissement de la vérité. Et ce caractère inquisitoire, il est très marqué en matière pénale, puisque la nécessité d'une instruction menée par un juge a même donné lieu à la création de juridictions spécialement chargées d'exercer cette fonction, et cela avant même que l'affaire ne soit jugée. Et c'est ainsi que la principale distinction au sein des juridictions répressives oppose d'une part les juridictions d'instruction, qui sont chargées d'instruire l'affaire et de prendre éventuellement des mesures relatives à la détention de la personne poursuivie, et d'autre part les juridictions de jugement, qui elles sont chargées de juger l'affaire. Alors nous allons d'abord étudier ces deux catégories de juridictions en nous intéressant aux juridictions de droit commun d'instruction dans une première section et aux juridictions de droit commun de jugement dans une section 2. Et puis ensuite nous envisagerons également dans une section 3 les juridictions pénales d'exception, qu'elles soient d'instruction ou de jugement. Enfin, particularité de la matière pénale, nous nous intéresserons également à l'exécution des sentences en matière pénale, en étudiant dans une section 4 les juridictions de l'exécution des peines. Tout d'abord, section 1, les juridictions de droit commun d'instruction. Au sein des juridictions de droit commun d'instruction, on retrouve le double degré de juridiction, ce qui va nous conduire à envisager d'abord dans un premier paragraphe le juge d'instruction, qui est la juridiction du premier degré, et ensuite dans un paragraphe 2, la chambre de l'instruction, qui est la juridiction du second degré. Paragraphe 1, donc, le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un juge du tribunal de grande instance qui est nommé à cette fonction par un décret du président de la République.
il y a le plus souvent au moins un juge d'instruction par tribunal de grande instance, bien que cela ne soit plus une obligation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000. Maintenant, il peut bien sûr y en avoir beaucoup plus, ce qui est le cas des grands tribunaux de grande instance, comme celui de Paris, où il y a environ 80 juges d'instruction. Mais même s'il y a plusieurs juges d'instruction au sein d'un même tribunal de grande instance, le ressort territorial de chaque juge d'instruction, c'est-à-dire sa compétence géographique, eh bien, c'est le ressort du TGI tout entier. Il n'y a donc pas de subdivision du ressort territorial ici en fonction du nombre de juges. Ce juge d'instruction, il ne va pas intervenir dans absolument toutes les affaires pénales. Et il faut faire ici une distinction en fonction de la gravité de l'infraction. En ce qui concerne tout d'abord les contraventions, c'est-à-dire les infractions les moins graves, celles qui sont seulement punies d'une amende inférieure à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive. Là, l'instruction est facultative et elle ne peut être demandée que par le procureur de la République. En pratique, il n'y a le plus souvent absolument aucune instruction en raison de la faible importance et de la simplicité de l'affaire. Et dès lors, la juridiction de jugement est saisie sans instruction préalable. Franchissons maintenant un degré de plus dans la gravité des faits et voyons maintenant le cas des délits, c'est-à-dire des infractions qui sont punies d'une amende pouvant être supérieure à 1 500 € ou d'un emprisonnement inférieur à 10 ans. Là aussi, l'instruction est facultative. Et en pratique, eh bien, tout dépendra de la complexité des faits. Mais il faut savoir qu'en pratique, l'instruction demeure très rare et n'a lieu environ que dans 2% des cas. Enfin, en ce qui concerne les crimes, les infractions les plus graves, celles qui sont punies d'une peine de réclusion criminelle, qui peut être au maximum de 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire la perpétuité. Eh bien là, cette fois, l'instruction est obligatoire. Mais, en toute hypothèse, quelle que soit la qualification de l'infraction, le juge d'instruction ne peut jamais se saisir lui-même d'office d'une affaire. Le juge d'instruction doit être saisi par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être soit la victime de l'infraction, au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République, au moyen d'un réquisitoire introductif d'instance. Une fois saisi, la mission du juge d'instruction va être d'instruire l'affaire objectivement. C'est-à-dire en recherchant aussi bien les faits qui sont de nature à accréditer la culpabilité de la personne poursuivie, que ceux qui au contraire sont de nature à la disculper. Et pour exprimer cela, on dit souvent que le juge d'instruction statue à charge et à décharge. Et pour cela, le principe est qu'il peut prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Procéder à des interrogatoires, ordonner une perquisition, ordonner une expertise, etc. En outre, ce juge d'instruction, il peut aussi délivrer des mandats. 4 sortes de mandats. Ça peut être un mandat de comparution, qui a pour objet de convoquer une personne, par exemple un témoin. Ça peut être un mandat d'amener, là qui a pour objet de contraindre par la force publique une personne à comparaître. Ça peut être un mandat de recherche, qui a pour objet de rechercher une personne et de la placer en garde à vue. Ça peut être enfin également un mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt qui ordonne de rechercher la personne poursuivie pour la faire comparaître devant le juge d'instruction, après l'avoir, le cas échéant, c'est-à-dire
s'il n'est pas possible qu'elle comparaisse immédiatement devant le juge d'instruction, après l'avoir conduite dans une maison d'arrêt. Avant la loi du 15 juin 2000, le juge d'instruction pouvait également délivrer un mandat de dépôt, lequel avait pour effet de placer la personne en détention provisoire. Or, ce placement en détention provisoire, c'est un acte particulièrement grave. Par exemple, en 1999, une étude montrait que 8% des personnes placées en détention provisoire avaient fait l'objet ultérieurement d'un non-lieu ou d'un acquittement. Et donc, ça fait 8% de personnes qui avaient été placées à tort en détention. Alors l'attribution d'une décision aussi grave à un juge décidant seul, cette attribution a été critiquée. Et cela d'autant plus que la fonction de juge d'instruction, c'est une fonction qui est souvent assumée par des magistrats très jeunes, des magistrats dont c'est la première affectation au sortir de l'École nationale de la magistrature. Aussi, le législateur a-t-il décidé, dans la loi du 15 juin 2000, de retirer ce pouvoir au juge d'instruction. Et depuis l'entrée en vigueur de cette loi, qui a eu lieu le 1er janvier 2001, le juge d'instruction ne peut plus que demander la mise en détention provisoire à un autre juge, qu'on appelle le juge des libertés et de la détention, le JLD. Le JLD qui est un président ou un vice-président de tribunal de grande instance. Ce qui fait que le placement en détention provisoire suppose aujourd'hui, en principe, une décision commune de deux juges. La décision du juge d'instruction, qui la demande, et la décision du juge des libertés et de la détention, qui l'accorde. Mais ceci n'est pas forcément suffisant. Le problème de la solitude du juge d'instruction a été notamment mis en exergue par la célèbre affaire d'Outreau. Et à la suite de cette affaire, dans laquelle un certain nombre de personnes, ultérieurement reconnues innocentes, ont été placées en détention provisoire pendant une durée fort longue, à la suite de cette affaire, une réforme de la procédure pénale est intervenue avec la loi du 5 mars 2007. Et cette loi a prévu d'étendre les possibilités de co-saisine du juge d'instruction, c'est-à-dire de saisir dans une même affaire plusieurs juges d'instruction en même temps. Et même, on avait prévu de passer progressivement à une collégialité systématique. D'abord, en créant des pôles d'instruction au sein de certains tribunaux de grande instance, et puis on avait prévu qu'au bout de 3 ans, on aurait une collégialité systématique pour toutes les affaires. C'est-à-dire que pour une affaire, au lieu d'avoir un juge d'instruction, eh bien, on en aurait toujours 3. Maintenant, l'entrée en vigueur de cette réforme a toutefois été repoussée. Elle a été repoussée au 1er janvier 2011 tout d'abord, puis au 1er janvier 2014, le garde des Sceaux faisant valoir à chaque fois le fait qu'une telle réforme nécessite le recrutement de magistrats supplémentaires et nécessite des investissements immobiliers pour loger ces magistrats. Finalement, lors d'une intervention devant le Conseil national des barreaux le 5 octobre 2012, Mme Taubira, notre actuelle garde des Sceaux, indiquait que la réforme entrerait bien en vigueur, mais que la collégialité serait aménagée. Et à la suite de cela, la garde des Sceaux a présenté à un Conseil des ministres, le 24 juillet 2013, un nouveau texte, un projet de loi relatif à la collégialité de l'instruction. Et ce nouveau texte, il revient
sur la loi du 5 mars 2007, laquelle avait retenu le principe d'une collégialité systématique de l'instruction. En effet, la ministre a affirmé alors que ce caractère systématique risquerait d'alourdir inutilement la procédure et poserait un problème de moyens, puisque plus de 300 postes de magistrats feraient défaut pour pouvoir appliquer cette réforme. Aussi, le nouveau projet de loi, qui n'a pas encore été discuté, prévoit que la collégialité n'interviendra que pour les phases les plus importantes de l'instruction et non pas pour la totalité de celle-ci. Supposons à présent que l'instruction ait eu lieu et qu'elle soit achevée. Ce qui, selon les chiffres de l'année 2011, qui sont les derniers chiffres dont on dispose actuellement, ce qui a lieu au bout de 23,7 mois en matière de crime et au bout de 25,8 mois en matière de délit. Alors à l'issue de cette période, le juge d'instruction va décider s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instance. Et là, plusieurs hypothèses sont possibles. Première hypothèse, les charges finalement ne lui paraissent pas suffisantes. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Deuxième hypothèse, les charges lui semblent suffisantes et les faits lui paraissent bien constituer un délit. Dans ce cas, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Enfin, troisième hypothèse, les charges lui semblent suffisantes et les faits paraissent constituer un crime. Et dans cette hypothèse, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation. Mise en accusation devant la cour d'assises. Ce qui fait que la personne, dont on disait jusqu'alors qu'elle était seulement mise en examen, cette personne devient alors un accusé. Vous remarquerez ici que le terme accusé a un sens juridique extrêmement précis. Un accusé, c'est une personne qui a été déférée devant une cour d'assises. Alors cette possibilité pour le juge d'instruction de saisir ainsi une cour d'assises, cette possibilité, elle n'existe que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2001. Auparavant, dans cette dernière hypothèse, en matière criminelle donc, l'instruction devait obligatoirement être refaite une deuxième fois par la juridiction d'instruction du second degré. Le juge d'instruction ne pouvait pas saisir la cour d'assises, il fallait impérativement une nouvelle instruction par la juridiction du second degré, qu'on appelait la chambre d'accusation avant la loi du 15 juin 2000, et qui est devenue avec cette loi la chambre de l'instruction. Voyons donc maintenant, dans un paragraphe 2, la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, c'est une chambre de la cour d'appel, comprenant 3 conseillers, l'un d'entre eux présidant cette chambre. Alors cette chambre de l'instruction, elle a quelques attributions en dehors de l'instruction. Par exemple, c'est elle qui examine les demandes d'extradition formées par des États étrangers. Mais sa fonction essentielle, c'est de connaître de l'appel formé contre les décisions du juge d'instruction. Par exemple, une personne qui a été placée en détention provisoire peut interjeter appel devant la chambre de l'instruction d'une ordonnance du juge d'instruction qui rejetterait une demande de mise en liberté. De même, il est possible d'obtenir de la chambre de l'instruction l'annulation d'un acte d'instruction qui serait irrégulier. Par exemple, une perquisition qui ne respecterait pas les conditions du Code de procédure pénale. En outre, il faut également savoir que le président de la chambre de l'instruction joue un rôle particulier dans la mesure où il exerce un contrôle sur les juges d'instruction
situées dans le ressort de la cour d'appel, et un contrôle notamment sur les détentions provisoires, afin d'éviter qu'elles ne soient abusives. Par exemple, si aucun acte d'instruction n'est intervenu depuis plus de 4 mois, alors que la personne poursuivie est toujours en détention, comme si, entre guillemets, on l'avait quelque peu oublié, eh bien, le président de la chambre de l'instruction peut saisir la chambre de l'instruction pour qu'elle se prononce sur le maintien ou non de cette personne en détention provisoire. Avant la réforme du 15 juin 2000, je vous le disais, la saisine de la chambre d'instruction était obligatoire en matière criminelle. Le législateur avait en effet jugé que la gravité des faits était tellement importante que l'instruction devait obligatoirement être effectuée 2 fois. Ceci a disparu avec l'entrée en vigueur de cette réforme le 1er janvier 2001, et ceci a disparu en raison de l'instauration d'une possibilité d'appel contre les arrêts rendus par les cours d'assises. Ceci nous conduit à envisager maintenant les juridictions de jugement, celles qui vont être saisies une fois l'instruction terminée, à supposer qu'il y en ait une.